Bonjour Hugo, bienvenue sur cette émission interview. Ravi de prendre ce moment avec toi. Je vais te laisser directement rentrer dans le jus et te présenter. Bonjour Simon, merci pour l'invitation et rentrer dans le jeu. Pas plus belle introduction parce que je suis actuellement trempé puisqu'il pleuvait des trompes d'eau dehors. Bonjour à tous, donc merci pour cette invitation. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Hugo Foyer, j'étais associé du cabinet de conseil NextEdu, cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans l'enseignement supérieur, qui vient tout juste d'intégrer l'Express Connect et notamment l'Express Éducation. Et donc désormais, je pilote l'Express Éducation. Très courte introduction, mais je te laisse poursuivre. Et comment, peut-être pour revenir 2 minutes sur ton parcours, comment t'en es arrivé à être associé dans ce cabinet de conseil, comment t'en es venu là, comment t'es rentré dans ce secteur, qu'est-ce qui t'a intéressé Oui, alors par passion, tout simplement. La passion pour l'éducation, ça ne s'invente pas. J'ai toujours été passionné par l'éducation. J'ai fait mon mémoire de fin d'études d'ailleurs sur le sujet des classements. Et en fait, en sortant d'études, j'ai commencé à travailler dans la finance. Et en fait, j'avais besoin de retrouver cette passion de l'éducation et la liberté de l'entrepreneuriat. Et en fait, on s'est croisés au bon moment avec mon associé Mehdi Cornier, qui lui est aussi un passionné par l'enseignement supérieur, par l'éducation. Et en fait, sur le marché, pour nous, il manquait cette offre d'accompagnement des COMEX et des décideurs de l'enseignement supérieur dans un marché qui bouge très très vite, avec de gros enjeux de concurrence, de gros enjeux de croissance. Et je voulais aussi montrer qu'à 25 ans, on est capable, à 23 en l'occurrence pour le coup, quand on a créé NextEdu, on est capable d'avoir des bonnes idées, de pouvoir accompagner ces décideurs-là. Et ça a très bien marché. On a réalisé plusieurs missions de conseil en stratégie, de conseil en croissance externe, fusion acquisition. Et puis on a beaucoup échangé avec l'Express Connect, l'Express Éducation. On a publié un classement assez récemment des grandes écoles de commerce post-prépa dont on sera amené certainement à discuter pendant le podcast. Écoute, moi je suis partant qu'on parte de ce sujet de mémoire de fin d'études, puisque tu avais quand même fait un gros travail de présentation là-dessus, et c'est un peu ton entrée dans les classements, et on bouclera l'histoire par son actualité récente. Qu'est-ce que tu as appris dans ce mémoire, en faisant ce travail de recherche sur ce fameux sujet des classements? Oui, alors ça ne se cantonne pas qu'à ce travail, on l'a quand même complété derrière par une étude beaucoup plus approfondie qu'on a réalisée avec NextEdu. L'objectif en fait de cette étude-là, c'est très simple. Alors on se cantonnait à une petite cible des étudiants en classe prépa, qui est un petit segment de marché. En fait, on voulait étudier l'influence des classements sur les étudiants et globalement le système des classements entre classeurs, classés et étudiants, voir ce qu'il pouvait y avoir comme logique d'influence, comme poids dans les décisions. Mais une grosse partie de l'étude quand même, c'était de savoir quelle est l'influence des classements sur les étudiants, et spoiler, en fait cette influence elle est absolument énorme, notamment sur les étudiants en prépa, pour qui 100% des étudiants en prépa en fait consultent les classements dans le cadre de leur orientation et estiment eux-mêmes que ces classements-là, donc quand on parle de classement, on parle des grands classements médiatiques, des 5 et maintenant des 6 médias français, grands médias français avec l'Express qui publient des classements, des classements internationaux comme la FT, ou tout simplement des classements d'autres natures comme le CIGEM. Et ces classements-là ont une influence extrême sur le choix d'école des étudiants en sortie de prépa. Donc c'est intéressant de creuser pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces classements qui influencent les étudiants. Et quand tu dis extrême, donc c'est évidemment le critère numéro 1. Les autres critères identifiés, c'est lesquels? Vous les avez un peu balayés dans l'étude? Les autres critères de décision pour le choix d'une école hors des classements, c'est quoi? J'imagine qu'il y a des trucs de type réputation, bouche à oreille. On arrive à identifier, hormis ce critère massif des classements, quels seraient les autres paramètres pris en compte? Alors ça, pour le coup, tu as des études sur le sujet. Là, l'idée, c'était vraiment d'analyser dans un classement. Alors déjà, à quel point les classements comptent pour un étudiant dans le cadre du choix de son école. Okay. Et dans ces classements, que recherchent les étudiants? C'est-à-dire, quels sont les critères qui comptent le plus? Et ce qui est assez intéressant, en fait, ça nous a donné un constat qui nous a mené plus tard à créer ce nouveau classement des grandes écoles avec l'Express Éducation. C'est le constat qu'en fait, on a globalement 3 critères qui reviennent très souvent dans la priorité des étudiants en prépa, que sont le niveau de salaire à la sortie, la reconnaissance par les employeurs et les niveaux de sélectivité des écoles. Et en fait, ce qui est assez terrible, c'est que ces 3 critères-là sont quasiment jamais ou très peu pris en compte dans les classements. Et lorsqu'ils sont pris en compte dans les palmarès existants, on a souvent un nombre important de biais techniques. C'est pas à la faute des journalistes qui les font, c'est comme ça, en fait, c'est très difficile à mesurer. Un exemple, on pourra en donner d'autres après,
La sélectivité. La sélectivité, c'est super dur à mesurer, parce qu'en fait, on a très peu de données accessibles pour mesurer la sélectivité d'une école. Un nombre d'admis sur un nombre de dossiers, ça a ses limites, parce qu'on n'a pas les mêmes bases d'admis par école, et les mêmes bases de dossiers, de candidats. Une barre d'admissibilité, ça peut très bien évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction des stratégies des écoles. Une mention très bien au bac, c'est pas si mal, mais ça veut pas dire grand chose, dans la mesure où tu le sais très bien pour tes étudiants en prépa notamment, j'imagine, ou pour un étudiant en prépa de manière générale, la plupart des étudiants, et en tout cas un grand nombre d'étudiants, peuvent très bien se réveiller après le bac, et finalement avec les conditions actuelles de l'examen, la moyenne au bac ne veut peut-être pas dire grand chose. Bien sûr. Pour donner un exemple sur ces critères. Et les autres critères, en revanche, donc dans la pondération des classements, les autres critères qui, pour le coup, eux, sont plus pris en compte dans les classements, mais qui relèvent de peu d'importance vis-à-vis des étudiants, c'est lesquels ? Alors ça, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est pris en compte dans certains classements, parce que tous n'ont pas la même méthodologie, et qui compte assez peu pour les étudiants en prépa, encore une fois, parce que l'étude ne porte que sur les prépas, donc je ne vais pas dire de bêtises. Pour les bachelors, c'est autre chose, pour les masters spécialisés, c'est autre chose, etc. On se rend compte que les critères ESG, qui ont la cote notamment depuis les années 2010-2015, arrivent sur une liste de 12 critères, systématiquement en dernier, en fait, dans l'ordre d'importance. Pour les étudiants. Pour les étudiants, oui. Ouais. Ça ne veut pas dire que l'ESG n'est pas important en soi pour une école. On pense notamment aux taux de boursiers. Prendre en compte les taux de boursiers, ça a pu avoir une influence sur les stratégies et l'importance de l'ouverture sociale dans les écoles. En revanche, simplement, ce qu'on dit, c'est que dans le cadre du choix de l'école, ces critères-là, la parité au board par exemple, c'est un critère qui est pris en compte au FT, les scores net zéro, l'empreinte carbone des écoles, pareil, c'est des critères qui sont pris en compte au FT. Ces critères-là ne comptent pas, en tout cas en moyenne, pour les étudiants en prépa en France. On a aussi le même sujet pour la recherche. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la recherche n'est pas importante pour l'école, notamment pour les sujets d'accréditation, etc. Simplement, sur une liste de 12 critères qu'on propose aux étudiants en prépa, ça arrive 11e de mémoire, 11e sur 12. Donc en fait, on a un système qui a eu énormément d'inertie, dans lequel les classements choisissent des critères. Les écoles répondent à ces critères compte tenu de l'importance des classements dans ce qu'on appelle le business des classements, puisque c'est un marché structuré autour des classements. Les gens font leur choix vis-à-vis du classement. Et en revanche, pas une adéquation stricte avec les attentes des candidats. Comment c'est possible de résoudre cette équation ? Mais en fait, c'est peut-être même pour refaire machine arrière, parce que c'est extrêmement compliqué. Le sujet des classements, de manière générale, ça mêle énormément de choses. Ça mêle des mathématiques, ça mêle de la psychologie, ça mêle des sujets économiques, parce que y a des enjeux économiques derrière pour les médias qui publient, y compris nous, forcément, parce que ça a un coût de créer un classement, c'est des méthodes, y a des salaires derrière, il y a des gens qui travaillent, etc. Autre chose aussi à prendre en compte, c'est que en fait, il n'y a pas de classement parfait. À partir du moment où on décide de classer un établissement, on choisit, il y a forcément un choix quelque part. En fait, on choisit de résumer un écosystème très très riche, qui est celui en fait des opportunités que propose une école à ses étudiants, en un score simple. Donc en fait, rien que le fait de classer des établissements, c'est un biais en soi. Donc ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on peut dire de tel ou tel classement est mieux qu'un autre, parce qu'il y a moins, ça nécessite de faire des choix, etc. Dans tous les cas, le fait de classer, c'est déjà un choix en tant que tel. Ensuite, dans tous les cas, il y a un choix méthodologique à opérer. C'est-à-dire qu'on a différents types de classements. On a des classements qui vont être construits sur des données publiques. On a des classements qui vont être construits sur des données récupérées auprès des écoles, la majorité généralement, par des questionnaires. Avec les limites que ça a. Oui, c'est très très long à remplir. En fait, il y a des centaines et des centaines d'indicateurs à remplir par les écoles. C'est des éléments que toutes les écoles n'ont pas forcément à chaque fois. Et il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas un classement, il n'y a pas 5 en fait sur la totalité des programmes. Les écoles vont avoir déjà une équipe dédiée au remplissage des questionnaires en interne et surtout 40, 50, 60 questionnaires par an. Donc c'est extrêmement dense. Autre classement qu'on peut avoir aussi, c'est le classement SIGEM, qui lui n'est construit que sur les désistements croisés des choix des étudiants en prépa dans le cadre de la procédure d'affectation SIGEM aux grandes écoles de commerce. Et puis, on a un autre classement, donc une autre méthode, celle qu'on a décidé d'avoir, qui est de ne miser que sur, finalement, le marché. C'est-à-dire, que pense le marché de la réputation des écoles.
Donc en fait, pour répondre à ta question, parce que là je commence à digresser, à digresser tout seul, C'est euh, intéressant. tout n'est pas binaire, il y a différentes méthodes. C'est extrêmement complexe de construire un classement, y compris pour les classeurs. C'est des équipes de journalistes qui passent plusieurs mois. Dans tous les cas, ça implique de choisir. Dans tous les cas, on a forcément un biais qui est celui de classer. On peut en avoir d'autres quand on rentre dans une multiplicité de critères ou bah, effectivement, quand on... Enfin bref, on a plein de biais techniques dont on pourra revenir par la suite. Donc c'est complexe. Ça touche aux personnes, parce que ça touche aux étudiants. Et en même temps, on ne peut pas, ça c'est aussi intéressant, on ne peut pas vraiment se passer des classements. Parce que quand on interroge les étudiants sur l'usage qu'ils en font, en fait, quand on leur pose la question « Pourriez-vous vous passer des classements dans le cadre de votre choix d'école ?», plus de la moitié répondent non. Enfin, la moitié en tout cas, environ 50% répondent qu'ils ne pourraient pas se passer d'un classement. Bien sûr, bah, les gens de toute façon adorent les classements, que ce soit pour les écoles, mais maintenant les restos, les marques de sport. Enfin, je vois, moi, ça me fait marrer parfois de voir à quel point il y a tellement d'articles, vidéos Ouais. et autres. Bah ouais. Les gens adorent les classements, c'est psychologiquement plus simple. Moi, je fais juste une petite digression qui n'a pas grand-chose avec ton travail, mais évidemment, moi, je suis concerné par les classements en tant que classe préparatoire. Et donc, j'échange avec certains des médias. Et j'ai échangé, et donc sans les citer. Donc, quand même, il nous relate le fait que, bah, évidemment, on n'est qu'un classement parmi beaucoup, et les classements des prépas, c'est pas du tout leur classement majoritaire dans l'année. Mais en revanche, sur le classement des prépas, je suis souvent étonné du fait que certains arguent du fait que, mais vous comprenez, c'est une méthodologie, parce que il y a quand même beaucoup de fraude, et ça pour le coup c'est pas de leur faute de la part de certains établissements, notamment privés hors contrat, et c'est d'ailleurs une des raisons d'existence même de nous, de ce qu'on fait, c'était d'apporter de la transparence. Et donc nous, parfois on a des échanges en disant, bon voilà, vous savez que, mais vous ne faites rien, etc. Vous participez à ça et à un manque de transparence. Et en l'occurrence, pour les prépas, il n'y a pas 12 000 méthodologies. C'est des taux d'accès, taux d'admission, taux d'admission avec sur nombre d'étudiants. Et en revanche, on voit quand même des différences, mais parfois notables, Ouais. entre les classements de certains journaux de 2, 3, 4, 5 places parfois au classement. Parce qu'en fait, sur un effectif pas énorme, bah, tu fais varier le nominateur ou le dénominateur de 3, 4. Ouais. En fait, ça change énormément, tu vois, sur des pourcentages rapprochés. Et en tout cas, sur les prépas, évidemment, je ne leur jette pas la pierre, mais parce que je sais que pour le coup, il y a une inventivité absolument folle de certains établissements pour contourner les classements et pour jouer. On connaît les doubles marques, on connaît les En candidats classe prépa, libres. tu veux dire ? En classe prépa, ouais. Ah, ouais, je connais assez peu pour le coup, mais ouais, c'est intéressant. Bah, en fait, voilà, sans rentrer dans le détail, parce que c'est pas le cœur de ton travail, mais il y a plein de subterfuges utilisés pour passer outre les classements. Et d'ailleurs, bah, c'est Mehdi qui, pour la première fois, je sais plus quand c'était, ça devait être 2018, quelque chose comme ça, Ouais. il avait décidé sur Major Prépa, son ancienne entreprise, de fusionner certaines marques, parce que des prépas avaient deux marques. Ok, donc, sur le double label d'admission. Exactement, Ouais. double label d'admission, etc. Mais donc ce que tu me disais me faisait penser à l'argument méthodologique qui, dans le cas des écoles de commerce, est complètement justifié parce qu'on doit forcément trancher et faire un choix sur quelque chose qui va pas de soi. Alors que typiquement, nous, sur notre domaine, la méthodologie, elle est normalement assez claire. Et il y a déjà des questions méthodologiques, donc j'imagine qu'en plus, il y a le choix même de la méthodologie qu'on emploie. Là, pour le coup, ça peut partir dans tous les sens. Oui, encore plus sur les écoles où pour le coup on a vraiment plein d'options à disposition. Exactement. Quand on est un média. Est-ce que les gens, les étudiants, les familles ont conscience des critères des classements ou c'est pas une donnée auquel vous avez accès parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on fait souvent confiance juste à la marque, à l'institution, au véhicule du classement, sans forcément chercher à comprendre exactement comment est fait ce classement. On va lire la chose et passer un peu à autre chose, y compris quand son choix de vie en dépend, proportion gardée. Est-ce que tu sens qu'il y a plus d'intérêt, ou en tout cas d'acculturation de la part des familles à ce sujet ? Alors pour moi, je vais répondre à ta question et ensuite j'élargis sur un facteur qui pour moi accentue la réponse. Là, c'est pas clair ce que je raconte, mais regarde, en fait, est-ce qu'ils ont conscience des méthodes ? En fait, la stat qu'on a, qui encore une fois concerne le segment prépa, donc ça ne prétend pas résumer tout le marché, mais sur les étudiants en prépa, moins de la moitié d'entre eux a déjà consulté une seule fois une méthodologie des classements qu'ils utilisent. Et on rappelle qu'ils sont 100% à utiliser les classements. Ah, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est une première stat. Alors même qu'en moyenne, donc c'est une moyenne avec toutes les caveats qu'on peut mettre sur une moyenne, influence extrême, etc. En moyenne, ces mêmes étudiants
qui les consultent tous et qui pour moins de la moitié ont consulté une fois une méthodologie, les estiment fiables à plus de 80%. Non, à plus de 70%, et estiment que l'impact sur leur choix d'école est supérieur à 8 sur 10. En fait, quand on leur donne une échelle de 0 à 10 en leur disant attribue la note que tu estimes avoir, que l'impact, que le classement a comme impact sur ton choix d'école, en moyenne c'est supérieur à 8 sur 10. Et ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, donc, les étudiants ne regardent pas les méthodologies, et on peut peut-être, alors là c'est une supposition, j'ai rien de scientifique pour valider ça, mais en fait, pourquoi un classement ça fonctionne ? Il y a plein de raisons à ça. Il y a une raison de positionnement social. Il y a une raison de forme, c'est-à-dire qu'un classement, en fait, c'est simple, hein, c'est un tableau. Visible. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on résume une réalité complexe à travers un score très simple. Et en fait, le classement, ça marche parce que ça simplifie un choix au cerveau. Choisir une école, choisir une prépa, c'est extrêmement compliqué. On a des écoles qui, en fait, quand on s'amuse à faire des arbres de possibilités de tous les parcours qu'elles proposent plusieurs dizaines de milliers de parcours différents. C'est extrêmement difficile de choisir une école. Et les étudiants, finalement, vont assez peu se renseigner auprès des alumni, etc. Donc, en fait, le classement, c'est pas bien sûr le seul outil de choix, c'est un outil d'aide à la décision et ça permet de simplifier un choix complexe. Donc à partir du moment où on rentre dans les détails si je me mets à la place d'un étudiant que j'étais encore il n'y a pas si longtemps, si on rentre dans les détails d'une méthodo, qu'on va aller dans les critères techniques pour essayer de comprendre, on recomplexifie le choix simple qui nous a été proposé. Ça donne pas trop envie en fait quand on est étudiant d'aller accéder à des méthodologies quand elles sont publiques, parce que parfois on a soit des paywalls, soit il faut s'inscrire pour avoir accès à la méthodo, etc. C'est pas forcément toujours évident. La plupart sont quand même publics et accessibles, mais peu consultés par les étudiants. Beaucoup moins en tout cas que le classement en tant que tel, ça c'est certain. Ouais, c'est clair. Mais effectivement, avec une importance énorme. Et est-ce que, mais j'anticipe déjà ta réponse, mais je suis obligé de poser la question. Est-ce qu'il existe, j'imagine que oui, mais j'en ai pas vu, pas un classement des classements, mais un agrégateur, en se disant que bon voilà, il y a peut-être des erreurs et des biais à droite à gauche, mais en fait on fait la somme de tous les classements et ça nous donne le classement véritable. Est-ce que ça fonctionne comme logique ? Oui, non, ou c'est juste débile parce qu'en fait l'addition d'erreurs ou l'addition de choses bonnes aboutit à quelque chose qui n'est pas fondamentalement intéressant. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as des disparités entre les classements, parce que comme ça nécessite d'effectuer un choix, tu as des critères qui peuvent être complètement différents. Par exemple, au FT, on a une très forte pondération des critères liés au salaire, à l'employabilité. Challenge, en France, depuis quelques années, prend plus du tout en compte les salaires, pour pas qu'il y ait de biais liés au secteur, etc. Donc en fait, on a des classements qui classent les mêmes établissements, mais sur des critères complètement différents. Donc d'une certaine manière, le classement de classement, ça permet de mixer un peu tout ça et d'avoir une sorte de sortie un peu générale de quel est le classement moyen de l'école. Donc en ce que ça propose, c'est quand même, ça donne une indication en plus. Après, personnellement, mais là c'est que mon avis, je trouve que sommer des biais, a priori, ça a peu de chances de constituer un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'on a d'autres biais, peut-être plus complexes encore, mais quand on somme des biais, il n'y a pas de raison que ça fasse zéro, quoi. Ces choix forts quand même de pondération des classements, est-ce que les médias s'expriment dessus, en disant voilà, nous on a décidé de pondérer les boursiers pour mettre en avant, le taux de boursiers, de pondérer les enjeux ESG parce que, etc. Oui. Parce qu'en fait, mine de rien, les classeurs ont une influence énorme sur les choix des écoles et la manière dont elles vont opérer leur plan stratégique sur 5-10 ans en définissant des critères forts. Derrière, ils ont vraiment une influence énorme en tant que construction de label, quoi. Donc, est-ce que derrière, eux, ils ont certains, j'imagine, le font, mais moi, je suis ça de moins près que toi, en disant, voilà pourquoi on le fait, et ils expliquent aux écoles leur logique. Alors, est-ce qu'ils l'expliquent en tout cas, oui, ce qui est sûr, c'est que, en fait, les pondérations que va utiliser un média classeur, ça reflète, en fait, d'une certaine manière, ce que la rédaction qui produit le classement estime être la mission d'une grande école. Donc on va avoir des classements qui vont avoir tendance à appuyer davantage sur l'aspect économique, insertion, employabilité, salaire, par exemple. D'autres classements qui vont appuyer davantage sur des sujets liés au développement durable, ESG, diversité, etc. D'autres qui vont appuyer plus sur l'académique, sur les accréditations, sur les professeurs internationaux, les professeurs chercheurs. Donc c'est des choix
qu'il faut bien faire de toute façon, parce que quand on est multicritère, donc il y a un classement, deux classements avec le CIGEM qui n'ont pas vraiment de critères, mais quand on est sur un classement multicritère, oui, il faut bien choisir les critères à un moment de toute façon. Donc les médias, voilà, ont aussi une sensibilité éditoriale propre en fonction de l'historique du média qui classe, et vont attribuer des pondérations à ces critères-là. Et ça fait partie en fait de ce qu'elles souhaitent refléter dans leur palmarès. Le sujet qui fâche, donc c'est les écoles et les classements sont comme chien et chat, puisque évidemment, tu l'as souligné, il y a des grosses équipes au sein des écoles qui travaillent pour les classements, c'est un sujet qui est très important. Oui. Mais les écoles sont aussi souvent clientes sur d'autres produits des classeurs. Oui. Moi, à titre personnel, je trouve ça parfois très surprenant parce que ça peut aboutir à des formes de pression. Comment est-ce qu'il y a des pare-feux qui existent dans les rédactions? Comment ça fonctionne exactement? Comment c'est séquencé dans ces journaux pour voilà, quelqu'un qui connaîtrait pas la chose, un peu, tu vois, éclaircir là-dessus. C'est aussi ton travail, donc évidemment, enfin voilà, je le souligne et Hugo en parle avec transparence de ça et je l'en remercie. Mais je l'avais prévenu que j'allais poser les questions qui fâchent. Quels sont aujourd'hui les pare-feux et les limites qui existent et est-ce qu'ils en existent vraiment vis-à-vis de cette relation classeur-classé, mais aussi client-prestataire? Oui, alors c'est une question compliquée parce que en fait il y a souvent beaucoup d'a priori sur ces sujets-là. En fait, de manière générale, si l'on parle des 6 grands médias qui publient des classements, on est quand même sur des équipes de journalistes qui sont indépendants. On a l'indépendance de la presse. Donc en fait, oui, il y a... En fait, comment fonctionne le classement est publié par une équipe qui prépare la méthodologie, le classement, la récolte des informations, etc. Ensuite, les médias, les journaux, etc. ont besoin de se financer, c'est normal, notamment via de la publicité. Donc on vend typiquement dans un hebdomadaire, dans un journal, des pages de pub qu'on peut être amené à vendre ou pas à des écoles. Et pour le coup, ces pages de pub-là, évidemment, ne sont pas vendues par les personnes qui font le classement, pour éviter justement toute forme de conflit d'intérêt. Et ensuite, derrière, en ce qui concerne la construction du classement et même l'accès aux données, alors je ne sais pas comment ça fonctionne pour les autres médias, mais globalement c'est la même logique, c'est hermétique, on a une muraille de Chine entre les deux, et en fait il y a peu de... Enfin, il n'y a pas vraiment d'enjeu de... Il n'y a pas de marchandisation en fait des classements. Les classements aujourd'hui, en tout cas des écoles de commerce, sont conçus par 5 grands médias sérieux. Donc il n'y a pas trop de sujets. En revanche, moi je me positionne dans la position d'un directeur d'école. J'ai tout intérêt, il y en a une profusion, alors il y a des classements sérieux, mais il y en a quand même d'autres. Et puis maintenant il y a aussi plein de sortes de classements. Certains qui sont pertinents, certains qui sont moins pertinents, etc. Mais donc, en tant que directeur d'école, j'aurais tout intérêt à trouver le classement sorti de la FAGO qui me classe 5e, 1er, 10e, que sais-je, en fonction de là où je veux être, où j'aimerais être. Et ça, on le voit beaucoup, pour le coup, d'une forme d'intérêt à ce qu'il y ait une profusion de classements pour aussi dire classer tant, sans forcément citer le média. Oui, effectivement, sur ce sujet de multiplicité des classements, est-ce que trop de classements ne tue pas le classement, finalement? Alors, c'est complexe parce que la plupart des écoles ne peuvent pas être parfaites partout. Dans les faits, on a des écoles qui forment très bien à certains métiers, peut-être un peu moins bien à d'autres métiers. Et donc on a cette importance d'avoir aussi... en fait, si on pense le classement comme un outil qui est censé accompagner l'étudiant dans son orientation et dans son choix d'école, on a tout intérêt à thématiser les classements, on a tout intérêt à avoir une diversité géographique aussi. Et aujourd'hui, on l'a pas encore fait parce qu'on a sorti notre premier classement qui est généraliste, parce qu'il fallait bien commencer quelque part, j'ai envie de dire. Mais déjà un classement ne peut pas tout dire dans une école, et encore moins un classement généraliste. Donc tout l'enjeu, c'est aussi d'avoir cette granularité dans la lecture d'un palmarès,
Et c'est ça en fait qui va être le plus utile à un étudiant. Un étudiant qui habite à Lyon et qui veut bosser dans la finance, il a tout intérêt à regarder quels sont, ou alors pour les prépas, quelles sont les prépas lyonnaises autour de moi qui placent le mieux dans des écoles qui forment très bien au métier de la finance. Ça n'aurait pas trop de sens d'aller d'être influencé dans le cadre de son choix d'école sur un classement qui classe les meilleures écoles par net zéro, score net zéro ou empreinte carbone pour le coup. Ouais, bien sûr. Oui, et ça, tu penses que c'est possible d'avoir effectivement cette granularité-là à terme? En fait, c'est complexe parce que il faut les bonnes méthodologies et ça coûte très cher de fabriquer un classement. Donc pour le coup, on a décidé, en fait, je fais pas d'auto-promo, mais j'en profite aussi. Alors j'en profite un petit peu. Cet épisode n'est pas sponsorisé. Non, cet épisode n'est pas du tout sponsorisé. Avec l'Express Éducation, on a décidé de publier un classement complètement différent. C'est une méthodologie qui n'a pas été utilisée depuis 39 ans pour être tout à fait précis. Depuis le premier classement qui est paru d'ailleurs, en 87, c'était le classement de l'expansion, qui interrogeait des recruteurs et leur demandait leur avis sur les écoles. On a décidé en fait de reprendre cet angle d'approche et d'aller demander à un peu plus de 1000 dirigeants leur avis sur la réputation des 23 écoles de commerce post-prépa. Donc en fait, ça a une implication assez forte quand même, c'est-à-dire qu'on ne mobilise pas les équipes des écoles dans le cadre de remplissage des questionnaires, et le corollaire pour nous, c'est que ça coûte cher. Parce que pour aller avoir le bon panel, les bons profils de dirigeants, et les interroger pendant 4 mois quand même, mine de rien, pour avoir 1004 réponses de qualité, c'est un coût très important. Et en fait, si demain on veut passer à l'international, si on veut thématiser, si on veut aller sur une approche géographique, ça coûte encore plus cher. Bien sûr. Est-ce que aujourd'hui tu conseillerais à un étudiant prépa, terminale ou autre, d'utiliser les classements comme boussole? C'est la question à 50 000 euros, puisque les frais de scolarité coûtent en moyenne autour de... Je n'ai pas le chiffre exact, tu dois le savoir mieux que moi, mais autour de 50 000 euros. Alors, justement, c'est peut-être contre-intuitif, mais j'aurais pas tendance à dire... En fait, pour moi, c'est assez hypocrite de dire « oui, fuyez tous les classements, ça ne sert à rien, etc. » Non, au contraire, ils disent quand même quelque chose. Ils donnent des informations, ils ne donnent pas tout. Il ne faut pas les voir comme un totem, il faut les voir comme un outil qui donne une information dans un contexte précis, à savoir celui de leur méthodologie pour les classements, pour les classements multi-critères. Ils donnent l'information sur un panel. Dans le cadre de notre classement, on a un panel, on ne prétend pas refléter l'avis de l'Europe sur les écoles de commerce, du moins pas encore. Donc il faut les prendre pour ce qu'ils sont, des outils utiles et limités. Et donc il faut les compléter par des choses beaucoup plus concrètes, en allant dans les journées portes ouvertes, en interrogeant les étudiants, en interrogeant les alumni aussi, parce que parfois les étudiants sont très critiques sur leur école et ne perçoivent pas très bien l'écosystème en fait qui est à leur disposition, donc ils profitent plus tard en se rendant compte que finalement c'était pas si mal. C'est ça, donc il faut interroger les alumni, discuter avec les professeurs, et ça c'est pas évident parce que quand on est en prépa, en fait on n'a pas le temps, on n'a pas forcément la connaissance non plus, et puis il faut y aller pour aller contacter un alumni sur LinkedIn et oser passer un coup de téléphone. Tous n'ont pas le temps non plus de répondre, donc c'est pas évident. Ouais, c'est clair. Comment ça s'est passé, à part si tu as des choses à ajouter d'un point de vue technique, mais toi là du coup, est-ce que tu es content de cette première édition du classement? Est-ce que vous avez eu des retours déjà de la part de lecteurs, d'écoles, et quels sont les projets après pour la suite avec la collaboration, plus que la collaboration avec l'Express? Alors, ça fait plein de questions, je vais essayer de te répondre dans l'ordre. En fait, nous, on a pour être bien clair, on n'a pas d'enjeu, on n'a pas d'enjeu d'être content ou de pas être content. Notre enjeu, c'est pas ça. Notre enjeu, c'était, moi personnellement, oui, le classement est sorti, c'est très bien. En fait, simplement, on est content parce que ça répondait à un besoin de marché. Aujourd'hui, un des critères fondamentaux pour les étudiants, parce qu'on a la stat dessus, c'était de connaître la perception des écoles par les employeurs. Et ça, personne ne l'avait sorti. On n'a pas réinventé la roue, simplement, personne ne l'a fait depuis 40 ans. C'est absolument essentiel parce qu'on est dans un contexte de crise économique accrue, on est dans un contexte où en fait les étudiants se rendent bien compte que le monde bouge, notamment avec les enjeux IA, où en fait ils vont être formés à des compétences qui évoluent très rapidement. Ils ont besoin de savoir quelle est la réputation de leur école dans laquelle ils vont investir 3 voire 4 ans de leur vie et parfois plus de 50 000 euros pour pouvoir faire leur choix. Donc en fait le besoin c'était ça, et la réponse c'était de mesurer la réputation des écoles auprès des employeurs.
Aujourd'hui, en l'occurrence, depuis la publication, c'était le 22 janvier, on a eu un résultat qui nous satisfaisait sur le plan statistique et qui a été reconnu avec toute la modestie qu'on peut avoir comme pertinent par la majorité des acteurs, en tout cas, qui ont donné un avis dessus. Donc, d'une certaine manière, oui, on est content parce que ça répond aux besoins de marché. Et j'ai oublié la deuxième et la troisième partie de ta question. Non, Donc, quel retour on a eu enfin, voilà, quel retour, effectivement, des lecteurs, des professionnels, des écoles, et après, quelles sont les perspectives pour vous pour la suite avec l'Express? Comment est-ce que tu vas piloter du coup ce nouveau défi pour toi et l'intégration de Nextedu dans l'Express tout simplement? Et surtout d'une équipe, parce que c'est toute une équipe derrière, et c'est ça qui est génial. Juste pour ta première question, en fait, quel retour on a eu? Alors globalement, des retours de tout type, c'est ça qui est intéressant. Il y a eu un retour qu'on a eu assez souvent, et j'en profite d'ailleurs pour répondre à ce retour-là, parce que c'est assez intéressant. On a pu nous dire qu'on avait promis, d'une certaine manière, un classement disruptif dans son résultat, et finalement, en fait, dans le classement qu'on a, sur le top 10, on est à peu près sur les mêmes écoles que, si je dis pas de bêtises, que le top 10 du classement CIGEM 2025. Okay. En fait... Ce qui s'explique par un biais... Mais en fait, peu importe le résultat. C'est-à-dire que le classement disruptif, entre guillemets, qu'on n'a pas promis, parce qu'on n'a pas d'enjeu, enfin notre enjeu, c'est pas d'être disruptif, c'est de répondre à un besoin de marché. Mais la nouveauté de ce classement-là, c'est pas dans le résultat. J'ai presque envie de dire, le résultat, on s'en fichait un petit peu. Ce qu'on voulait montrer, c'est qu'on pouvait avoir une autre méthodologie que ce qui se pratique depuis 40 ans. Qui n'est pas mieux ou moins bien que les autres méthodes, c'est juste un truc différent qui n'avait jamais été fait, qui a été fait, et maintenant on sait que ça marche. Et c'est ça qu'on voulait montrer. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que donc on a un top 3, on a HEC, SEC, ESCP, EDEC, EM Lyon, etc. Et on nous dit oui, mais le top 3 est inchangé, c'est le même que depuis 20 ans. Et alors, si c'est une réalité de marché, c'est que ça compte, et c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on nous avait dit si dans l'inconscient collectif, tout le monde avait souhaité voir l'école ABC dans cet ordre dans le top 3 et qu'on avait commencé par l'école J, puis l'école F, puis l'école A, puis on nous aurait dit mais votre classement n'a aucun sens. Et en même temps, il n'y aurait pas eu de raison qu'il ait aucun sens puisque, encore une fois, le seul but c'était de refléter la réalité de marché. Donc si le marché est tel que on a HEC, etc., et ben c'est comme ça. Après, il y a aussi des biais, puisque j'imagine que, peut-être c'est une critique d'ailleurs qu'on vous a faite, les recruteurs, en répondant, sont évidemment influencés par des années d'exposition au classement qui ont d'autres méthodologies. Complètement. Et donc, il y a aussi un peu une forme d'alimentation de tout ça, quoi. Donc, les classements, d'une certaine manière, c'est une forme c'est décanté par le prisme recruteur, les méthodologies de tous les autres... C'est ça. C'est ça. Et donc, il y a des biais dans ce classement. Et je vais même te dire, le but, c'est d'avoir tous les biais possibles. C'est-à-dire que notre but, c'est de tous les prendre. C'est un peu la triche. C'est-à-dire que on sait très bien que les recruteurs ont des biais. Et justement, le but, c'est de capter ces biais-là. C'est ça, puisqu'ils sont recruteurs. Donc, ces biais comptent dans le cadre de leur politique de recrutement. De la même manière que les biais des dirigeants qui ont la capacité d'influencer la stratégie de recrutement de leur boîte vont compter. Donc en fait, notre but, c'est pas de savoir si tel dirigeant a tel ou tel biais est influencé par tel ou tel classement existant qu'il a pu consulter, parce que de fait, si c'est le cas, c'est que ça compte, dans le monde réel, dans la politique de recrutement qu'il va mener. Donc en fait, tout le but, c'était de prendre en compte ces biais. Et c'est justement là le truc un peu tricky de la construction du classement, quoi. Ouais, bien sûr. Et autre sujet, j'en profite, et après, promis, j'arrête de faire un monologue. Il y a une autre question qu'on nous a beaucoup posée parmi les retours, c'est comment fait-on pour ne pas qu'un alumni puisse influencer la note sur son ancienne école ou sur une école concurrente. On pourrait très bien imaginer qu'un alumni de l'école A puisse augmenter la note de l'école A et même diminuer la note de l'école B, par exemple. On a tous des exemples en tête possibles, je ne nommerai pas justement pour éviter tout compromis, mais en fait on a une méthodologie dans la méthodologie, alors qui ne sera pas rendue publique parce que justement il faut protéger ça, mais qui permet de neutraliser toute influence possible que peut avoir un alumni sur la notation de son ancienne école. D'accord. Et ou d'une ou plusieurs écoles concurrentes. Donc les alumni peuvent participer en fait de manière naturelle, c'est-à-dire que parmi les dirigeants, il y a des alumni de certaines écoles classées, on a à peu près 20% dans le panel, un peu moins de 20%, mais en fait, à la fin des fins, ils ne peuvent pas influencer à la hausse ou à la baisse, ou tenter d'influencer le classement.
Mais vous auriez pu aussi, enfin c'est hyper intéressant, mais vous auriez pu aussi considérer que pareil, ce biais-là compte, et que si par définition un alumni de cette école est dans un poste de direction, ça compte, c'est dans la stratégie, et si aujourd'hui, j'en sais rien, je veux postuler en conseil, et bah oui, genre il y aura statistiquement plus de gens qui sont issus du top 3 dans les grands cabinets qui vont privilégier les hommes de leur école, et donc c'est aussi un élément, quasiment un argument parfois, pas de vente, mais de conviction dans certains secteurs assez ciblés où on retrouve une proportion énorme d'étudiants post-prépa de certaines écoles, mais vous auriez pu à l'inverse considérer que ce biais d'alumni est un biais qui compte, puisqu'en fait il valorise quasiment le fameux réseau alumni que mettent en avant beaucoup les écoles, à mon avis beaucoup trop, parce que aujourd'hui je trouve qu'elle l'exploite dans leur grande majorité assez mal, et c'est assez diffus, mais ça c'est vraiment une complète digression et une balle perdue pour le marketing des écoles de commerce. Ouais, vous auriez pu aussi justifier l'inverse, enfin je trouve que ça aurait pu se tenir. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, parce que ça, encore une fois, ça reste non public. Simplement, ce qu'on corrige, c'est la propension d'un alumni à pouvoir influencer volontairement la note de son école ou d'une école concurrente, à la hausse ou à la baisse. Avant de partir sur les projets, merci beaucoup, avant de partir sur les projets un peu que vous avez pour l'avenir, et ce que même tu as pu faire là depuis un an avec Nextedu en termes d'accompagnement, est-ce que tu as des anecdotes ou autres choses un peu croustillantes pour le grand public qui, toi, te paraissent peut-être une banalité et une évidence, mais sur des réflexions qu'on t'a fait, des choses que tu vois dans le cadre des classements et autres, ou est-ce que finalement quand on soulève le couvercle, il y a juste une grosse machine bien complexe et quand on la referme, c'est tout aussi bien. Dans tous les cas, c'est complexe. Ça, alors, des anecdotes, je sais pas. En revanche, des messages importants à faire passer, oui. Parce que pour le coup, en fait, un des gros sujets, notamment pour les étudiants en terminale, si je sors un peu là du scope de prépa, c'est l'accès à l'information et la compréhension de la jungle de l'enseignement supérieur. Parce qu'aujourd'hui, on a des écoles de tout statut. On a des grandes écoles, on a des écoles qui ne sont pas des grandes écoles, mais qui font aussi du très bon travail et qui ont une très bonne employabilité sur le marché. Donc en fait, rien n'est binaire. Il n'y a pas telle école sont forcément excellentes, telle école sont forcément mauvaises. Et à l'inverse, on a des grandes écoles qui ont des taux d'employabilité ou de sélectivité très dégradés aujourd'hui. Aussi, effectivement. Donc en fait, c'est très compliqué. Et un sujet que le classement biaise un peu, et c'est quand même dommage, c'est que par exemple, quand on classe les 23 écoles de commerce post-prépa, fondamentalement, en prenant du recul, on est sur 23 établissements qui sont reconnus de la première à la 23e si on en classe 23 ou plus si on en classe plus, pour leur très bonne qualité pédagogique et leur très bon taux d'insertion, etc. sur le marché du travail. Et en fait, le format du classement biaise cette vision-là, dans la mesure où quand on classe une école, des écoles de 1 à 23, un étudiant qui voit ça, va se dire ok, la première est forcément excellente partout et la dernière est forcément très mauvaise partout. Dans les faits, non. C'est-à-dire que la 23e école d'un classement des grandes écoles post-prépa peut tout à fait être excellente par rapport à une école qui n'est pas classée. Attention, je suis pas du tout en train de dire que les écoles post-bac et récupération prépa ne sont pas bonnes, c'est pas du tout le message. Simplement que c'est pas parce qu'une école est dernière d'un classement qu'elle est fondamentalement mauvaise. C'est juste que sur les critères qui ont été analysés avec telle méthodologie, ils se retrouvent en bas d'un tableau, mais toutes les écoles d'un tableau de classement peuvent être excellentes, chacune dans leur domaine, évidemment. Ah bah carrément, j'abonde complètement dans ce sens. Selon moi-même, l'enseignement qu'on va trouver sur un HEC ou une école du top 20, et puisque j'y étais, je peux en parler, en fait, pour moi c'est le même. Voire même sur certains points. Il y a plein de choses qui étaient hyper bien à HEC, et pour le coup, je suis pas du tout en train de cracher dans la soupe. Plein de choses qui étaient bien, mais sur certains points, je pense que c'est même largement mieux dans des écoles moins bien classées. Et effectivement, comme tu le dis, c'est pas parce que HEC est numéro 1 qu'il n'y a pas de faille. C'est quelque chose qui est un secret de polichinelle et qu'on le sait. Il y a des limites sur la partie enseignement dans les écoles de co. Mais évidemment, moi je pense même que parfois, à l'inverse, certaines écoles plus bas dans le classement se doivent d'être plus innovantes, prendre plus position, faire plus d'efforts que celles qui en fait ont, comme tu le dis,
leur place, bien établie depuis 50, 30, 20 ans. Ils savent que ça va pas changer. Donc moi, j'irais même plus loin en fait que toi, mais parce que voilà, c'est... Oui, bah, c'est vrai que tu as ce sujet-là. Après, en fait, c'est pareil, c'est jamais binaire. C'est-à-dire que on va avoir d'un côté des gens qui vont te dire oui, l'école ne fait pas le classement, peu importe ton école, tu peux faire ce que tu veux. Ben, c'est toujours plus facile de dire ça quand on sort d'HEC. Ça, c'est certain. D'un autre côté, on va avoir d'autres personnes qui vont te dire oui, mais non, mais si t'es pas dans le top 3, etc., tu pourras rien faire de ta vie. Non, pas du tout. Enfin, pour le coup, être dans la meilleure école au monde, si on n'en fait rien, il n'y a rien à faire derrière. Évidemment, pour certains métiers, on sait très bien quels métiers, notamment dans les très grandes banques d'affaires, dans les très grands cabinets de conseil en stratégie, oui, il y a encore des filtres CV sur les écoles, etc. Enfin, factuellement, voilà. Mais tous les étudiants ne veulent pas faire forcément de la finance et du conseil en strat dans un MBB ou bosser dans une banque d'affaires à New York. Donc, tout dépend du projet personnel. Et en fait, c'est là qu'on a la limite du classement. C'est-à-dire que, oui, tu parlais de boussole tout à l'heure, c'est un indicateur. Maintenant, il faut en sortir. On peut très bien avoir le coup de cœur pour une école. On peut très bien avoir un projet qui se dessine parce qu'on se sent bien dans un établissement plutôt qu'un autre, etc. Donc, c'est tout l'intérêt de sortir de ces outils. Mais ça, tu vois, là où j'en veux aux écoles de commerce, mais c'est pas de leur faute, de fait, c'est la pondération sur certains classements, notamment les classements internationaux, du salaire à la sortie. Et donc, de fait, ce qui est une réponse absolument logique, un choix à la fois en termes de recrutement, qu'en termes de double diplôme, qu'en termes de favoriser ou pousser gentiment vers des métiers, là où je trouve qu'aujourd'hui l'école de commerce, en 2026, pour plein de raisons, pourrait beaucoup plus pousser à d'autres formes d'appréhension de la carrière et ne pas laisser prendre le pas les comportements absolument moutonniers qui les arrange bien d'aller vers ces métiers conseil finance lucratifs, rémunérateurs, assez sécurisés. Enfin, il y a plein d'autres arguments, il y a du statut, il y a de la sécurité, il y a des belles progressions salariales, etc. Mais je trouve que les écoles pourraient plus assumer, parce que parfois il y a souvent, moi je regrette, un discours de façade disruptif, de sens, de mission, et en fait une réalité des classements qui les rattrape, je trouve assez vite. Et donc pour moi, ça, c'est très clairement une influence directe de la manière dont sont faits les classements internationaux, notamment par exemple FT, sur les choix de la valorisation des masters en interne, quoi. Oui, et le FT, c'est compliqué parce que le critère du salaire joue énormément. Mais en fait, c'est extrêmement dur de mesurer un salaire à la sortie après 3 ans. C'est des données qui sont récupérées auprès des alumni, même en parité de pouvoir d'achat. Ça dépend de la géographie d'exercice, ça dépend des secteurs d'activité. Et en fait, ça dépend aussi de la mission, la raison d'être de chaque étudiant, qu'est-ce que tu veux faire après ton diplôme. Un exemple tout bête, en France, entre être analyste junior dans un métier de la finance et en fait pas avoir énormément de responsabilités et cravacher pendant 3 ans pour espérer grimper, monter un grade, etc. Je caricature évidemment. Ou alors entrer tout de suite dans un poste à responsabilité dans la culture, secteur qui malheureusement est réputé pour avoir des rémunérations assez faibles. Qu'est-ce qui est mieux? C'est-à-dire, est-ce que c'est mieux, moins bien d'être... Bien sûr, c'est ça que je souligne. C'est des questions presque philosophiques, quoi. Et donc, c'est pour ça que le salaire, c'est très complexe à prendre en compte, quoi. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, potentiellement, une école qui veut former des leaders de demain aurait potentiellement plus de leaders en ne poussant moins à justement aller en finance conseil. Mais bref, on dérive là-dessus, on pourra en parler après. Tu parlais d'anecdotes quand même. Un point, parce qu'on a assez peu abordé le CIGEM. Et le CIGEM, pour moi, c'est hyper important. Parce qu'en prépa, c'est perçu comme le classement absolu. Donc pour rappel, peut-être pour le grand public qui nous écoute, mais le CIGEM, c'est une procédure d'affectation à l'issue des concours des classes préparatoires aux grandes écoles de commerce. Une sorte de Parcoursup, une sorte de mini Parcoursup, grand cousin de Parcoursup. Son grand cousin. Et le classement CIGEM est construit par les médias spécialisés à partir des désistements croisés des étudiants qui sont double admis dans des écoles. Donc je suis admis, il y a tant d'admis dans l'école A, double admis avec l'école B, tant d'étudiants ont préféré l'école A plus que pour l'école B, donc l'école A sera classée devant l'école B, etc., puis ça fonctionne en cascade comme ça. On va pas rentrer dans les détails techniques. Clair, juste pour ceux qui se seraient un peu loin, j'ai eu l'ESSEC et le SCP, moi je me permets de donner les noms des écoles, ce que ne fait pas Hugo de manière très professionnelle. Je donnerai aucun nom. J'ai eu l'ESSEC et le SCP, je choisis l'ESSEC, donc
je suis compté dans les BNI qui ont choisi l'ESSEC, et s'il y en a une majorité qui ont choisi l'ESSEC, ce qui se passe chaque année en l'occurrence, et ben l'ESSEC est classé devant le SCP. Et inversement, si la majorité choisit le SCP, et inversement, et d'ailleurs il y en a de plus en plus qui choisissent le SCP, la part monte un peu, mais ça c'est anecdotique. Et donc voilà, donc ce classement SIGEM là, en fait il est perçu souvent comme absolu, comme une sorte de panacée. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que ce classement, en théorie, en fait factuellement, il ne prend en compte que l'avis, que le choix des étudiants en prépa. Sauf qu'en fait, les étudiants en prépa, ils sont eux-mêmes influencés par les autres classements, bien sûr, par les classements médiatiques, et par le SIGEM de l'année précédente aussi, par ailleurs. Mais en fait, ces étudiants-là, pour 99% d'entre eux, alors je n'ai pas les stats, c'est un peu au pifomètre, mais n'ont pas d'expérience professionnelle et ont une connaissance quand même assez fine, voire très très fine, voire quasi absente, ce qui est logique, du monde professionnel. Donc en fait, ils font leur choix sur... effectivement, petite page de pub et post-publicité pour ce podcast est bien sponsorisé. Mais c'est des étudiants qui sont, et on s'était amusé à mesurer ça, on sait que l'influence des classements médiatiques sur le classement SIGEM est non nulle. Je pourrais pas te donner un chiffre précis, mais on sait qu'il y a une influence. Et donc en fait, c'est un peu une profession autoralisatrice. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que les étudiants sont influencés par des classements, ils font un choix, ça nous donne le classement SIGEM, et les classements médiatiques eux-mêmes, pour des raisons de réputation, cherchent à ne pas trop s'éloigner du classement SIGEM. Parce que penserait-on d'un média qui classe les grandes écoles, qui aurait des résultats complètement déconnants par rapport au classement SIGEM. En fait, donc il y a un enjeu pour les rédactions de ne pas s'éloigner du SIGEM, mais les rédactions influencent les étudiants qui construisent le SIGEM. Et donc en fait, on est dans une sorte de boucle infinie. Et c'est beaucoup plus... En fait, le SIGEM a tout autant de biais que les autres classements. C'est juste que c'est des biais de nature différente. On n'est pas sur des biais techniques de construction par rapport aux critères. Le SIGEM, c'est un classement a priori, construit sur les choix des étudiants avant d'intégrer. Les autres classements sont des classements a posteriori, construits sur des critères ou des avis d'alumni ou des infos données par les alumni après leur sortie de l'école. Donc c'est des natures différentes. Donc on a des biais de nature différente, mais on a quand même des biais. Et il est faux de penser que le SIGEM n'a aucun biais, bien au contraire. En fait, tout classement a des biais, y compris l'autre pour le coup. Oui, bien sûr, et moi je le vois sur le classement des prépas, les plus loin de prépa, par définition, prophétie autoralisatrice attire les meilleurs étudiants. Par exemple. Et donc c'est beaucoup plus facile d'être la meilleure prépa une fois qu'on a input, alors que n'est pas mesuré, ou en l'occurrence si la majeure prépa le fait, la progression et vraiment la valeur de la prépa entre le niveau d'arrivée et le niveau de départ. En même temps, si on a des niveaux d'arrivée très très hauts, c'est dur d'avoir une progression énorme aussi. Et en même temps, comment estimer le niveau d'arrivée ? La moyenne au bac, on a un poids du contrôle continu qui est devenu important, et les notes sont complètement disparates, et les manières de noter selon les lycées. Donc en fait c'est impossible. Et donc même ce classement-là, en fait, améliore la chose, mais n'est pas non plus... Bien sûr, il y a une imperfection là-dessus. Les projets pour la suite ? Évidemment. Alors là on change complètement dessus. On est plus sur... Enfin, à part si tu veux rajouter des choses, mais non, on a dit pas mal de choses sur les prépas. Moi, le sujet est passionnant, je pense qu'on peut en parler des heures, et on en a déjà parlé avant, et je sais que tu as encore plein de choses à dire, mais à mon avis, une grande partie a été dite, et si jamais on refera un épisode dans quelques mois à ce sujet. Mais ça m'intéressait, moi, pour le coup, que tu évoques un peu ce que tu as fait, ce que tu vas faire, parce que tu as une vision un peu à 360 du bout de l'écosystème, comment tu le vois évoluer, quels sont ton sentiment vis-à-vis des dirigeants que tu accompagnes, etc., les gros enjeux du moment, si tu devais résumer un gros trait sans forcément rentrer dans le détail des missions que vous faites. Oui, alors effectivement, on est sur un marché qui bouge très vite avec énormément d'enjeux de plein de natures différentes. On va pas tous les citer parce que déjà c'est pas possible et puis on aurait pour 3 heures de podcast, mais peut-être quelques éléments à la volée que j'ai en tête. On est sur un marché français et européen qui est extrêmement concurrentiel. Pour te donner une idée en fait du niveau de concurrence qu'on a sur le marché de l'enseignement supérieur en France, on a à peu près 4000 établissements d'enseignement supérieur, 3000 ou 4000, honnêtement on n'est pas à 1000 près quand je vais te donner l'autre côté de la stat, 3000, 3500, 4000 établissements d'enseignement supérieur en France, public, privé compris. On en a à peu près autant aux États-Unis. Sauf que tu as à peu près en tête les éléments démographiques de la France et des US, on n'est pas vraiment sur les mêmes volumes d'étudiants. Donc en fait, on a une sorte de sur-offre en France par rapport au volume d'étudiants. On a
énormément de petits établissements, des établissements qui font moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a des établissements de toute nature, on a un écosystème réglementaire qui est très complexe. Au-delà de ça, si je prends un peu de recul sur les enjeux macro, on a une démographie, des enjeux démographiques très importants. C'est-à-dire qu'en fait, on a une population vieillissante. Ça s'observe en regardant les taux de fécondité en France. Et les chiffres de l'INSEE, d'ailleurs, qui étaient publiés en 2022 de mémoire, étaient très, très optimistes, puisqu'on est déjà en deçà des seuils qui étaient prévus et qui étaient déjà en deçà des seuils pessimistes. On doit tomber en dessous de 1,6. Je ne veux pas dire de bêtises, mais la stat, de toute façon, est publique. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'ici 10-15 ans, d'ici 10 ans, et c'est demain en fait pour une école, 10 ans c'est deux plans quinquennaux, c'est 2 plans strates. On aura une baisse très importante de la population des jeunes de 15 à 25 ans. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jeunes qui sont susceptibles soit d'entrer en post-bac, soit d'entrer en master ou en MSc, etc. De l'ordre de, pour donner un ordre de grandeur, pas forcément les chiffres précis, mais c'est de l'ordre de moins 10%, voire plus, moins 10% dans le meilleur des cas. Donc ça c'est extrêmement important. Donc très forte concurrence. Démographie qui diminue, une population de jeunes qui diminue. En même temps, on a des enjeux, notamment pour les écoles de commerce, de hausse de frais de scolarité, avec une nécessité d'autant plus importante de démontrer le retour sur investissement en fait, de la formation. Dans un contexte où on a un truc merveilleux qui s'appelle l'IA, et notamment les IA génératifs, qui viennent bouleverser tout ça. Parce qu'on est dans un contexte de marché où en fait les jeunes qui entrent en école dans une situation du monde qui nous entoure n'aura pas du tout la même situation dans 3 ans ou dans 4 ans de sortie d'école, quand on voit la vitesse à laquelle se développent les outils IA. On pense à Claude notamment, il n'y a pas que ChatGPT, il n'y a pas d'ailleurs que les IA génératives, parce qu'on restreint souvent l'IA générative. Mais les compétences qui sont apprises en école évoluent très très vite. Donc il y a un enjeu pour ces écoles de s'adapter et de prendre le train en marche pour pas que les compétences auxquelles on forme les étudiants soient déjà, comment on dit, quel est le terme, périmées entre guillemets en fait, à la sortie de l'école. Ouais, donc tout ça c'est des enjeux qui rendent évidemment très complexes les stratégies de croissance pour les écoles. Et en fait, il y a 2 grandes stratégies de croissance pour une école. C'est soit une stratégie de croissance organique, c'est-à-dire on grossit tout seul avec ses propres moyens, on atteint une taille critique qui nous permet d'exister, de vivre sur un marché. On peut aussi avoir des stratégies de croissance externe où, en fait, pour peser plus lourd, on décide de se rapprocher d'un ou plusieurs acteurs sur le marché avec qui on perçoit des synergies. Ça, c'est 2 exemples, il y a plein d'autres sujets. On va peut-être pas rentrer dans les détails, je suis pas sûr. Et donc toi, tu accompagnes aujourd'hui les dirigeants sur opérations de croissance externe, j'imagine, strat, plan de com, jusqu'où vous allez, qu'est-ce que vous faites exactement dans l'ensemble, si des dirigeants nous regardent, pourquoi est-ce qu'ils peuvent faire appel à vous, ou pouvez faire appel à vous, je sais pas si vous avez changé du coup vos activités. Je vais parler au passé. Je vais parler au passé parce que je l'ai dit en introduction, en fait aujourd'hui NextEdu a été intégré dans l'Express Connect et en fait avec l'équipe de l'Express Éducation, on va avoir vocation à accélérer l'Express Éducation. En fait, sans rentrer dans les détails, la vision qui est assez simple et que personne ne propose aujourd'hui, c'est d'être capable d'accompagner un établissement d'enseignement supérieur, un organisme de formation sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire être capable aussi bien de construire une stratégie pertinente pour un COMEX que de la déployer derrière en travaillant avec les équipes des écoles sur des plans marketing, etc., que de la diffuser la strat avec la puissance d'un grand média. Et ça aujourd'hui, en fait, en mêlant le NextEdu et l'Express Éducation, on a le cumul de toutes ces forces-là, ce qui nous permet en fait d'accompagner les acteurs sur toute la chaîne de valeur. Ouais, super intéressant. Et ça fait pas mal de travail. Est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure ? Peut-être 2 si tu veux, un sur les classements, un sur ce que vous faites avec l'Express ou ce que tu vas faire. Je te laisse le choix. Mes questions ont été un peu trop ouvertes, ce qui n'a pas été facile pour toi, et tu t'en es bien sorti. Le mot de conclusion, c'est toujours le plus difficile. Le mot de la fin est difficile, mais je te laisse le champ libre. Donc, tu peux en avoir 2 si tu veux, ce qui met moins la pression sur un seul. Oui, alors effectivement, pour un mot de la fin, alors bon, ça va pas être très original, mais je vais essayer quelque chose peut-être pour les étudiants et les parents d'étudiants qui regardent, qui sont en pleine, alors je sais pas quand sera publié ce podcast, mais qui seront peut-être encore en pleine période Parcoursup. Les classements, ce sont des outils, on l'a déjà dit tout à l'heure. Ils donnent une information, ils ne donneront jamais toute l'info sur une école. Donc, utilisez-les
dans la mesure de ce qu'ils sont, pas comme des totems absolus, comme des outils qui disent certaines choses, qui ne disent pas d'autres choses, et sortez aussi de ces outils-là. Allez dans les forums, allez consulter les écoles, allez dans les JPO. Les écoles organisent des journées portes ouvertes, c'est pas pour rien. Il faut se sentir bien sur un campus, il faut rencontrer les directions, il faut rencontrer les professeurs, les alumni, les étudiants, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et je le redis parce que pour le coup, c'est quand même important. En fait, les écoles proposent des écosystèmes extrêmement riches à leurs étudiants en termes de spécialisation, d'échanges internationaux, de double diplôme, de partenariat, etc. Et ça, c'est des trucs qui sont jamais pris en compte dans les classements en fait. Tout ce qui fait en fait la singularité d'une école, le multicampus, les échanges internationaux, etc. En fait, c'est jamais pris en compte dans un classement. Parce qu'un classement, forcément, c'est pas la faute des classeurs. Il faut bien trouver des critères communs à comparer. Mais comme il faut trouver des critères communs, un classement, ça normalise des établissements, là où l'enjeu c'est de se différencier. Donc pour étudier les différences, allez sur place et allez étudier les établissements pour le coup. Vous apprendrez beaucoup plus de choses que dans un tableau, mais il faut faire l'effort d'y aller, mais c'est indispensable pour le coup quand on veut mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros dans sa formation. Et même quand c'est une formation prise en charge par l'État, allez quand même dans les journées portes ouvertes. Et sur le mot de la fin, côté Express Éducation, je vais pas être trop long, mais pour le coup on a de très beaux projets à venir. L'enjeu c'est de donner la bonne information aux étudiants, à leurs parents, et de faire du travail de meilleure qualité possible, c'est notre engagement. Et on s'y tiendra, on a une super équipe à fond dans le projet, et on ne manquera pas d'annoncer toutes les nouveautés à venir. Et merci beaucoup pour ça, parce que j'ai la conviction qu'on en a bien besoin. Merci beaucoup Hugo pour cet échange tardif, arrivé avec une pluie d'enfer. Il est que 21h. Il est que 21h, voilà. Ça va. Donc merci beaucoup d'être là, et à la prochaine. Et avec plaisir, à très bientôt.